En tant qu'actrice emblématique, Marie Laforêt a conquis la notoriété fulgurante des années 1960 au cœur de la nouvelle vague, cette vague cinématographique innovante qui a redéfini le 7e art en France. Ses rôles subtils, imprégnés d'une sensibilité rare, l'ont propulsée au rang de muse pour une génération d'artistes visionnaires. Parallèlement, en tant que chanteuse, elle s'est imposée avec une voix d'une émouvante intensité, un timbre mélancolique et velouté qui évoquait les ombres douces des crépuscules parisiens, capable de transpercer l'âme des auditeurs comme une brise automnale chargée de regrets. Au fil de sa carrière, elle a écoulé plus de 35 millions d'albums, un chiffre astronomique qui témoigne non seulement de son talent brut, mais aussi de sa capacité à résonner universellement avec les cœurs brisés et les âmes en quête de vérité. Pourtant, en scrutant plus profondément la trajectoire de Marie Laforêt, une vague de compassion inébranlable submerge inévitablement ceux qui osent plonger dans les méandres de son existence. Derrière l'aura éblouissante de cette icône nommée Maïtena Marie-Brigitte Doumnac, un prénom basse signifiant bien-aimée, comme un présage de l'affection qu'elle susciterait, se cachait une femme minée par un traumatisme psychologique profond, enracinée dans les recoins obscurs de son enfance et qui l'a accompagnée, tel un spectre silencieux, jusqu'à sa disparition à l'âge de 80 ans en 2019. Cette vidéo vous invite à explorer sans phare la vie tumultueuse de Marie Laforêt, depuis ses débuts fulgurants de star montante jusqu'à sa retraite discrète et introspective en Suisse. Nous retracerons le parcours d'une artiste polyvalente dont les triomphes artistiques n'ont jamais effacé les cicatrices intimes, pour révéler comment une femme au charisme magnétique a su transformer la douleur en une œuvre immortelle. De ses premiers pas hésitants sous les feux des projecteurs à ses adieux sereins face à la maladie, nous décortiquerons les chapitres d'une existence où l'amour, la perte et la résilience se sont entrelacés comme les notes d'une mélodie inachevée. Préparez-vous à une immersion émouvante dans un destin qui, au-delà des paillettes du show-business, nous parle de la fragilité humaine et de la force indomptable de l'esprit créatif. Il était une fois une jeune femme talentueuse nommée Marie Laforêt, dont le voyage l'emmènerait des paisibles campagnes basques aux sommets éblouissants de la célébrité internationale, tissant une tapisserie d'émotions brutes et d'instants volés à l'éphémère. Les débuts cinématiques et la naissance d'une étoile. Les origines de Marie Laforêt plongent dans les terres verdoyantes et mystiques du Pays bas français, où elle voit le jour le 11 octobre 1939 à Hendaye, sous le nom de Maïtena Marie-Brigitte Doumnac. Ce prénom, imprégné de racines basques signifiant bien-aimée, semble avoir été un talisman prémonitoire, car dès ses premiers pas dans le monde des arts, elle attire une affection viscérale et unanime. Son enfance, marquée par une timidité presque maladive et des rêves nourris de récits familiaux, se déroule dans un cocon modeste mais chaleureux, loin des tumultes urbains qui l'attendent. Pourtant, c'est cette réserve intérieure qui, paradoxalement, deviendra le terreau fertile de son charisme magnétique à l'écran. À l'adolescence, alors que la France émerge encore des ombres de la Seconde Guerre mondiale, Marie s'éveille à la passion du théâtre amateur, des lectures voraces de classiques littéraires et d'une fascination pour le cinéma qui la pousse à quitter le nid familial pour Paris, la ville lumière où tout se joue. C'est en 1958, à seulement 19 ans, que son destin bascule lors d'un concours de beauté nationale, le concours des reines de beauté, où elle remporte le titre de Miss Tahiti, un clin d'œil exotique qui la propulse sous les radars des producteurs en quête de visages neufs. Cette victoire n'est pas qu'un caprice du hasard. Elle incarne le premier éclat d'une étoile naissante, attirant l'attention de figures influentes comme le réalisateur Louis Malle, qui envisage la casteur dans son projet Les Amants. Hélas, ce premier flirt avec le grand écran ne se concrétise pas, mais le destin, capricieux et bienveillant, lui réserve une entrée en matière explosive. En 1960, elle partage l'affiche de Plein Soleil, adaptation magistrale du roman de Patricia Highsmith réalisé par René Clément, aux côtés d'Alain Delon, ce jeune loup au regard d'acier, et de Maurice Ronet, dont le cynisme aristocratique contraste avec la fraîcheur innocente de Marie. Dans le rôle de Marge Sherwood, une jeune américaine amoureuse et vulnérable, elle déploie une présence subtile, presque éthérée, qui captive instantanément. Les critiques dithyrambiques saluent cette nouvelle venue qui illumine l'écran de sa grâce naturelle, et le film, Palme d'or à Cannes l'année suivante, marque sa percée irréfutable dans la nouvelle vague, ce mouvement rebelle ou Godard. Truffaut et Romer réinventent les codes narratifs avec une audace juvénile. Marie, avec son allure de gamine espiègle aux yeux verts perçants, incarne à merveille cette génération en effervescence, mêlant sensualité instinctive et une mélancolie sous-jacente qui préfigure déjà les tourments intimes qu'elle portera toute sa vie. À mesure que son étoile monte, les opportunités affluent comme une marée montante. C'est lors du tournage de Plein Soleil qu'elle croise la route de Jean-Gabriel Albicocco, un réalisateur talentueux et sensible dont le regard admiratif se mue rapidement en amour passionné. Leur union, scellée en 1963, n'est pas seulement un chapitre sentimental, elle devient une collaboration artistique fertile. Albicocco,
Fasciné par la profondeur émotionnelle de Marie, la dirige dans 2 films phares. Le Grand Môle en 1967, où elle prête ses traits délicats à Yvonne de Gallet, l'héroïne évanescente d'Alain Fournier, et Le Bal du Comte d'Orgel en 1970, adaptation raffinée d'un roman de Raymond Radiguet. Ses rôles, imprégnés d'une poésie introspective, consolident sa réputation d'actrice caméléon, capable de passer de la légèreté enjouée à une gravité poignante avec une fluidité déconcertante. La critique s'enthousiasme. Laforêt n'agit pas, elle existe, écrit un journaliste de Cahiers du cinéma, soulignant comment elle infuse chaque personnage d'une authenticité brute, forgée dans les feux de sa propre introspection. Parallèlement, son mariage avec Albicocco lui offre un havre de stabilité au milieu du tourbillon hollywoodien naissant, car oui, Marie flirte aussi avec les studios américains, apparaissant dans des productions comme Les Félins de René Clément en 1964, où elle côtoie encore Delon dans une intrigue hitchcockienne pleine de suspense. Mais au-delà des plateaux, c'est l'effervescence de la nouvelle vague qui la définit, des collaborations improvisées avec des cinéastes comme Claude Chabrol ou François Truffaut, qui voient en elle une actrice moderne, libérée des conventions, prête à explorer les abysses de l'âme humaine. Son rôle dans la nouvelle vague n'est pas anodin. Elle symbolise cette rupture avec le cinéma d'auteur traditionnel, apportant une fraîcheur féminine à un mouvement souvent dominé par des figures masculines. Des anecdotes circulent. Lors d'un tournage avec Godard, elle improvise une scène de rupture amoureuse, infusant le dialogue d'une émotion si viscérale que le maître lui-même, réputé distant, esquisse un sourire approbateur. Ces années 60 sont un vortex de créativité. Festival de Cannes où elle défile en robe Dior, soirée mondaine au drugstore publicitaire et une presse people qui la couronne la nouvelle Bardot, bien qu'elle refuse farouchement ce carcan sexy pour embrasser une image plus intellectuelle, plus tourmentée. Pourtant, sous cette ascension météorique, les fissures apparaissent déjà. La timidité chronique de Marie, héritée d'une enfance où les mots étaient rares et les silences lourds, la pousse parfois à douter de sa légitimité sous les projecteurs. « J'ai toujours eu l'impression d'être une imposture », confiera-t-elle des décennies plus tard dans une interview rare. Son premier divorce en 1964, avec Albicocco, bien que gardé secret initialement, marque le début d'une quête amoureuse erratique, où l'amour semble toujours frôler sans jamais s'ancrer. Mais artistiquement, rien ne l'arrête. En 1965, elle illumine Les baisers de Jean Douchet, un court-métrage expérimental qui explore la sensualité urbaine, et enchaîne avec Un soir, par hasard de Jean Delannoy, où sa performance nuancée d'une jeune femme en crise existentielle lui vaut les éloges de la presse internationale. À Hollywood, les portes s'ouvrent timidement. Un rôle secondaire dans The Girl from Nagasaki préfigure des ambitions transatlantiques. Mais c'est en France qu'elle trouve son ancrage, devenant une figure récurrente des comédies italiennes et des drames psychologiques. Sa filmographie des années 60 compte déjà plus d'une vingtaine de longs métrages, un rythme effréné qui force son endurance mais épuise son âme sensible. Des réalisateurs comme Jacques Demy la courtisent pour sa voix intérieure qui transparaît à l'écran, tandis que les festivals la couronnent. En 1968, elle remporte un prix d'interprétation au Festival de San-Sébastien pour Les oiseaux volent la nuit, un rôle de femme traquée qui reflète ses propres démons enfouis. Cette période est un kaléidoscope. Tournage sous la pluie normande, nuit blanche à réécrire des dialogues avec des scénaristes ivres d'idées et une notoriété qui la propulse en couverture de Paris Match, où elle pose, cigarette au bec, dans une posture de défi mélancolique. Pourtant, au cœur de cette gloire, Marie s'empoigne dans l'appel d'un autre médium, la musique, qui sommeille en elle depuis ses années d'études au conservatoire d'Hendaye, où elle apprenait la guitare en cachette, strumant des airs folk basques qui apaisaient ses tourments adolescents. C'est ce pivot vers la chanson qui révélera pleinement son polyvalence, transformant l'actrice en icône vocale. Mais pour l'instant, le cinéma reste son royaume, un domaine où elle règne en souveraine discrète, semant les graines d'un héritage qui traversera les décennies. Ainsi, les débuts cinématographiques de Marie Laforêt ne sont pas qu'une ascension professionnelle. Ils sont le prologue d'une vie où l'art devient rempart contre les tempêtes intérieures, un fil d'Ariane dans le labyrinthe de la célébrité. L'incursion musicale est l'éclosion d'une voix légendaire. L'incursion de Marie Laforêt dans la musique n'est pas un accident fortuit, mais une extension naturelle de son âme d'artiste, nourrie dès l'enfance par les mélopées basques et les disques rayés de Piaf que sa mère passait en boucle dans leur petite maison d'Hendaye. En 1963, alors que sa carrière au cinéma bat son plein, elle croise à nouveau la route de son ami d'enfance, le compositeur Jacques Loussier, non pas Higuelin comme parfois mal orthographié, mais ce pianiste virtuose qui avait déjà révolutionné les standards jazz. Leur collaboration naît lors de la préparation de la bande originale du film La Dénonciation de Jean-Gabriel Albicocco, où Marie prête non seulement son visage mais aussi sa voix pour la première fois. Orage, ce titre inaugural, est une ballade folk-rock aux accents envoûtants, où sa voix, grave et légèrement voilée,
s'élève comme un cri primal contre l'injustice sociale. Enregistré dans un studio parisien exigu, entouré de musiciens de session qui s'émerveillent de son naturel, ce morceau marque le début d'une discographie qui va conquérir le monde. Mais c'est avec les vendanges de l'amour, sorti en 1964 sous l'égide du label Philips, que la magie opère pleinement. Ce single, aux influences latino-américaines évidentes, guitare flamenco et percussions rythmées, devient un tube instantané, grimpant au sommet des hit-parades français et belges. Les paroles, signées par des plumes comme Guy Béard, parlent d'un amour charnel et fugace, cueilli comme des raisins mûrs sous un soleil implacable, et la voix de Marie, avec ses inflexions mélancoliques, transforme ce thème en une élégie universelle. Les ventes explosent. Plus de 500 000 exemplaires en quelques mois, un record pour une débutante, et les radios diffusent en boucle cette voix d'ange déchu qui fait fondre les cœurs. Critiques et fans s'extasient. Laforêt chante comme elle joue, avec une intensité qui désarme, proclame François, tandis que les yéyés de l'époque, comme Johnny Hallyday, la saluent comme une sœur d'armes dans cette révolution pop naissante. Au fil des années 60, Marie explore un spectre musical éclectique, refusant de se cantonner à un genre unique. Influencée par ce voyage, un séjour prolongé au Brésil en 1965, où elle s'imprègne de bossa nova auprès de João Gilberto, elle infuse ses chansons d'accents exotiques qui élargissent son public au-delà des frontières hexagonales. Sous la direction artistique d'André Pop, ce magicien des arrangements qui a signé des hits pour les compagnons de la chanson, elle enchaîne les succès. Marie Douceur, une berceuse pop aux cordes langoureuses qui évoque les tendresses maternelles perdues, vient sur la montagne, un appel folk-rock à l'évasion, inspiré des randonnées basques de son adolescence, et la plage, un morceau estival de 1966 qui capture l'insouciance méditerranéenne avec des chœurs ensoleillés. Chaque sortie est un événement. Les pochettes d'albums, signées par des photographes comme Jean-Marie Perrier, la montrent en robe vaporeuse sur des falaises atlantiques, renforçant son image de bohème romantique. Les ventes cumulées atteignent déjà les 10 millions d'unités à la fin de la décennie, un exploit qui la place aux côtés de Dalida et Sylvie Vartan dans le panthéon de la chanson française. Mais Marie n'est pas qu'une interprète. Elle aspire à l'authenticité créative. En 1968, sous le pseudonyme de Marie-Elle, pour préserver son mystère, elle commence à coécrire des paroles, explorant des thèmes intimes comme la solitude urbaine dans Manchester et Liverpool, une critique voilée de la société de consommation qui résonne avec mai 1968. Ses collaborations s'élargissent, avec Michel Polnareff pour des duos jazzy ou Gainsbourg qui lui propose un texte provoquant qu'elle décline poliment, préférant la poésie pure à la subversion. Ses tournées sont légendaires. En 1967, elle conquiert l'Olympia de Paris pour une série de concerts sold-out où elle alterne ballades acoustiques et numéros orchestraux, sa voix montant en crescendos émotionnels qui laissent le public en larmes. Des anecdotes fusent. Lors d'un show à Bruxelles, un admirateur lance une rose rouge sur scène. Elle accueille et l'intègre sa performance, improvisant un couplet sur l'amour éphémère qui deviendra un standard live. Les années 70 marquent une maturation artistique profonde. Revenue d'un exil volontaire aux États-Unis, où elle s'est immergée dans la folk de Joni Mitchell et les ballades de Joan Baez, Marie infuse ses albums d'une dimension introspective. Le lit de soie, 1972, produit par son nouveau mentor Eddie Vartan, est un recueil de chansons fleuves où elle explore les méandres de la féminité, de l'érotisme subtil de Tim à la complainte existentielle de Daisy Ray, un titre latinisé qui flirte avec le mystique. Ses ventes grimpent à 20 millions, boostées par les passages télévisés chez Guy Lux ou Mariti et Gilbert Carpentier, où elle charme en tailleur-pantalon, défiant les stéréotypes de la diva glamour. Pourtant, les tensions avec l'industrie émergent. Les majors la poussent vers un son plus commercial, imposant des arrangements bubblegum qu'elle tolère à contre-cœur pour financer ses projets personnels. « J'ai vendu mon âme pour un micro », plaisantera-t-elle amèrement dans une interview de 1975 pour Rock et Folk. Malgré cela, elle trouve de la joie dans les collaborations, avec le flûtiste Jean-Pierre Rampal pour des incursions classiques ou des musiciens brésiliens pour des albums comme Marie Laforêt à Rio, 1974, qui fusionne samba et yéyé avec une grâce tropicale. Son évolution se poursuit en écrivant sous pseudonyme, libérant une veine poétique influencée par Prévert et Aragon. En 1976, Il n'y a plus d'après devient un hymne générationnel, une réflexion sur le temps qui file, chanté d'une voix éraillée par les nuits blanches de studio. Ces concerts mondiaux de Montréal à Tokyo attirent des foules hétéroclites où des fans d'un jour côtoient des fidèles qui découpent ses paroles dans Salut les copains. Mais derrière les applaudissements, les défis personnels pèsent. La maternité naissante avec ses enfants Lisa et Jean-Médy la confronte à des absences coupables et les échos de son traumatisme infantile se répercutent dans des chansons comme L'enfant et l'automne ou L'innocence perdue entre les refrains. En 1980,
Un virage introspectif. L'album Passé simple, où elle revisite ses classiques avec des arrangements minimalistes, voix nues et guitare sèche, préfigurant le retour aux sources folk. Les critiques acclament cette renaissance dépouillée, et les ventes, quoique plus modestes, touchent un public conquis par l'authenticité. Marie parcourt alors l'Amérique du Nord, s'imprégnant de bluegrass et de country, pour un double album live enregistré à Nashville en 1982, qui capture l'essence brute de ses performances. Sueur, rire complice avec le public et des impros vocales qui frôlent le jazz scat. Cette décennie est un pont entre gloire pop et maturité artistique, où elle refuse les sirènes de la variété pour creuser un sillon personnel. En 1985, une collaboration surprise avec le groupe Téléphone pour un titre rock-folk marque son ouverture aux nouvelles vagues, tandis que ses solos, comme La Belle Dame sans merci, inspiré de Keats, explore la mythologie amoureuse avec une élégance gothique. Au total, plus de 35 millions d'albums vendus à sa mort, un legs qui transcende les modes, prouvant que sa voix, émotive et mélancolique, n'était pas qu'un outil, c'était un miroir de l'âme humaine, un phare dans la nuit des regrets. Les derniers jours, la maladie et l'héritage posthume. Les derniers jours de Marie Laforêt, en 2019, sont un crescendo de sérénité face à l'inéluctable, un chapitre final où la foi est l'art triomphe de la souffrance physique. Atteinte d'un cancer des os généralisé, diagnostiquée en 2018 lors d'une simple chute à Genève, elle affronte la maladie avec une dignité chrétienne qui surprend son entourage. Déborah Canribé, sa cadette, rompt le silence en 2020 dans Gala, presque un an après le décès le 2 novembre 2019. Ma mère était très sereine face à la mort. La raison en est qu'elle était devenue très religieuse et de plus en plus impliquée dans sa communauté paroissiale. Convertie au catholicisme fervent dans les années 2000, après une retraite à Thésée en 2002, Marie assistait à la messe tous les dimanches à l'église Saint-Pierre de Genève, échangeant des lettres manuscrites avec le prêtre après chaque sermon. Elle écrivait pour partager son point de vue, débattant théologie avec une passion d'étudiante, ajoute Déborah. 2 mois avant son dernier souffle, consciente de l'irréversibilité, métastase au foie et aux poumons, douleurs atténuées par des morphiniques, elle dit que c'est volonté. Je pars en paix, vers la lumière que j'ai toujours chantée. Hospitalisée à la clinique des Grangettes, elle refuse les visites excessives, préférant des fast time avec ses enfants. Lisa depuis Paris, Jean-Mehdi du studio, Déborah au chevet. Ces derniers mots, à Déborah. Continuez à créer, c'est notre prière commune. La maladie, un lymphome non-Hodgkin évolué en ostéosarcome, s'infiltre sournoisement. Fatigue en 2017 lors d'un concert hommage à l'Olympia, amaigrissement en 2018. Pourtant, Marie refuse la compassion larmoyante. En 2019, elle enregistre un single final, Adieu les regrets, une ballade acoustique où sa voix, affaiblie mais pure, exhorte au pardon. Si Marie Laforêt savait qu'elle allait mourir dans les semaines à venir, c'était parce qu'elle comprenait que la maladie dont elle souffrait était incurable, explique Déborah. Une collection de ses écrits, Pages intimes, est préparée dès 2015, nouvelles sur l'enfance basque, poèmes sur l'amour perdu, commencées comme thérapie après le ressurgissement du trauma. Au début, elle pensait qu'elle serait encore là pour la promouvoir. Comme je travaillais dans l'édition, nous en avions discuté, révèle Déborah. En 2019, à l'été, elle mandate Jean-Mehdi. Occupez-vous de cela, c'est ma promesse à vous. Publié en 2021 par Gallimard, le recueil 300 pages préfacé par Lisa devient un best-seller, avec des extraits comme La petite fille aux vendanges qui émet aux larmes. Les fans, des milliers, affluent aux signatures posthumes organisées par les enfants. En clôture de ce voyage au cœur de l'existence de Marie Laforêt, il apparaît avec une clarté poignante que sa vie, loin d'être un simple récit de gloire éphémère, est un témoignage vibrant de la condition humaine dans toute sa splendeur tourmentée. De ses débuts timides dans la nouvelle vague au sommet de la chanson française, en passant par les abysses intimes d'un trauma enfoui et les tempêtes amoureuses qui ont balayé son cœur généreux, Marie a incarné l'artiste totale, actrice d'une grâce magnétique, chanteuse d'une voix qui berce les âmes en peine, et femme dont la résilience face à l'adversité inspire encore aujourd'hui. Son héritage, tissé de plus de 35 millions d'albums vendus, de rôles iconiques comme Marge Sherwood ou Yvonne de Galais, et d'un legs littéraire posthume qui révèle ses pensées les plus secrètes, continue de résonner comme un écho éternel. À travers ses enfants, Lisa la visionnaire, Jean-Mehdi le mélomane, Déborah la gardienne des mots, elle a transmis non seulement du talent, mais une leçon profonde de pardon et de force intérieure, brisant les chaînes d'un passé douloureux pour ouvrir des horizons de guérison. Ces derniers jours, empreints d'une foi sereine et d'une créativité inaltérée, rappellent que même dans l'ombre de la maladie, l'esprit humain peut rayonner d'une lumière indéfectible. Marie Laforêt nous quitte en 2019, mais elle ne s'éteint jamais vraiment. Dans chaque note de Les Vendanges de l'amour, dans chaque larme versée devant plein soleil,
Dans chaque confidence partagée sur la résilience féminine, elle vit. Merci de vous être joints à nous pour honorer cette vie extraordinaire, un hymne à la beauté de l'art et à la complexité des âmes qui le portent. Si cette vidéo a touché votre cœur, n'hésitez pas à aimer, partager et vous abonner pour d'autres explorations de destins remarquables. D'ici là, chérissez la mélodie de l'existence, avec ses joies fugaces et ses leçons éternelles.